Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je vous retrouve enfin pour Stranger Things saison 4 volume 1. Le volume 2 ne sortira que le 1er juillet sur Netflix. Alors j'aurais bien voulu vous sortir cette critique un petit peu plus tôt dans la semaine. Voilà, parce qu'on est quand même déjà jeudi et la série est sortie vendredi dernier. Mais j'aurais bien aimé aussi l'acheter un petit peu plus tôt dans la semaine, étant donné qu'en fait j'ai eu beaucoup de mal à être pris dans cette nouvelle saison. Voilà, j'ai trouvé que c'était parfois laborieux, que ça n'avançait pas beaucoup. Et puis il faut dire quand même que certains épisodes sont très longs. On approche quand même les 2 heures pour les derniers épisodes, 1h40, 1h45, donc beaucoup d'épisodes gravitent autour des 45 minutes, 1h, 1h15, 1h30. Donc en fait, pour vraiment avancer vite, il faut être pris rapidement. Et malheureusement, je n'ai pas été pris rapidement. Voilà, le début il est très laborieux. On a beaucoup de répartition et d'unités de personnages à divers coins d'intrigue. Hooper d'un côté, Jonathan un personnage secondaire de l'autre, Dustin, Steve, Heidi, Nancy d'un côté, Mike, Will, Jonathan de l'autre. Enfin bref, beaucoup de personnages sont répartis, mais tous les personnages n'avancent pas non plus. C'est-à-dire que on va avoir 2 personnes qui vont même se détacher même d'un groupe où ils font partie pour aller mener une enquête ailleurs, et puis les autres n'avancent pas beaucoup pendant que d'autres sont en stand-by pas ailleurs. Là, il y a des fois où je me disais bon, ça n'avance pas, c'est long, il se passe pas grand-chose. Alors, j'ai quand même aimé pas mal de choses dans cette saison-là. Voilà, je pars sur un des points négatifs. Vous dites, il a pas du tout aimé. Si, il y a quand même des choses que j'ai aimé. Mais même, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est qu'il y a beaucoup de formations de personnages à quel coin de l'intrigue et que du coup, le scénario, forcément, il doit basculer à chaque personnage pour que chaque personnage puisse avancer, pour que l'histoire puisse se dérouler, pour que l'intrigue puisse avancer. Ce qui aboutit à des révélations quand même très intéressantes, vers la fin, il y a quand même des révélations très intéressantes. Bon, j'ai pas tout compris puisque le scénario il est un peu confus. Voilà, on a une écriture un petit peu maladroite. Alors cette critique n'aura aucun spoiler, voilà, puisque peut-être que tout le monde n'a pas forcément fini la saison, étant donné encore une fois que les épisodes sont assez longs. Donc il y aura pas de spoiler puisque moi-même il faut que je revoie toute la saison pour vraiment comprendre certains éléments. Donc même moi-même je ne risquerai pas de vous spoiler puisqu'il y a plein de choses que j'ai pas encore compris. Mais il y a quand même des révélations très intéressantes. Il y a des petits coups de tête qui peuvent être très intéressants et qui prévoient vraiment du potentiel pour le volume 2 qui, je l'espère, sera moins long et ira beaucoup plus dans le vif du sujet, parce que là c'est vrai que faut vraiment attendre les épisodes 6 et 7, enfin 5, la fin de l'épisode 5, le milieu de l'épisode 6 et la fin de l'épisode 7 pour vraiment rentrer dans le cœur du sujet, pour vraiment en arriver aux fondations, aux aboutissements de tout ce qu'on utilise depuis 4 saisons, tout simplement. Donc voilà. Alors, parmi les choses quand même que j'ai aimé, on a globalement tout l'esthétique, toute la mise en scène de la série. Voilà, pour moi les effets spéciaux sont absolument irréprochables. Toutes les scènes qu'on a dans cet Upside Down, des enfers, voilà, avec ce rouge flamboyant, ce rouge des enfers, avec ce démon Vecna dont on ne voit que dans 4-5 scènes dans la série. J'aurais aimé le voir plus, étant donné que son style, son graphique, son visuel qui est absolument exceptionnel, voilà, terrifiant. C'est pour moi, c'est le meilleur méchant, enfin, c'est la meilleure menace de Stranger Things depuis le démon Gorgon, qu'on ne voit d'ailleurs pas beaucoup dans cette saison, mais bon, je suppose quand même qu'il fallait changer de saison. D'ailleurs, il y a quand même un retournement il y a quand même une explication assez confusante, mais assez intéressante vis-à-vis du coup de ce démon Vecna, donc qui peut posséder en fait ses cibles à distance là, je reprends les mots du coup de Dustin, il peut établir une sorte de connexion à travers l'espace-temps. Enfin, il y a un truc métaphysique qui est super intéressant, assez complexe, mais rond dans la physique, dans du technique et dans la science, mais c'est hyper intéressant. Pour une fois, Stranger Things niveau scénario, pareil. Quand il s'agit de parler de l'Upside Down, des mondes à l'envers, des démons et des possessions, c'est toujours génialissime. Ça, c'est vraiment passionnant. En parlant de Dustin, il est plus mis en avant que jamais, il est super intelligent, il porte le groupe sur ses épaules, et je dirais que Dustin, Steve, Max, Eleven, globalement, ces 3-4 personnages-là, je les ai vraiment adorés. Voilà, ils continuent d'être mis en avant, ils continuent d'être exploités au meilleur de leur potentiel, et ça, c'est vraiment chouette. De même pour Robin, voilà, personnage introduit dans la saison 3, voilà, bon, on pensait du coup qu'il allait avoir une relation entre Steve et elle, et non, finalement, il n'en est rien, et c'est bien mieux comme ça. Voilà, les deux se contentent d'être amis, et vraiment, cette relation leur va très bien. Robin est une personnage
omniprésent dans ce volume 1 et vraiment ça j'adorais. Voilà, je trouve que Maya Hawke, fille de, vous le savez, je trouve qu'elle joue bien, qu'elle apporte une bonne dynamique, qu'elle apporte un vent de fraîcheur et d'humour à la bande, de bien aimé. Pareil, Nancy, elle est toujours au cœur de l'action à mener des enquêtes du coup avec Robin. Voilà, les deux font en duo et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Il y a une bonne alchimie. Ce que j'ai moyennement aimé d'ailleurs en parlant de la relation Robin et Steve, c'est que du coup, Robin amène des sous-entendus quant à la relation amoureuse passée du coup entre Steve et Nancy, mais du coup ça ramène du coup à cette vieille intrigue qui du coup n'a plus vraiment lieu d'être étant donné du coup que maintenant Nancy est avec Jonathan, sauf que leur relation du coup, enfin ils sont séparés dans la série, enfin pas séparés, voilà, ils forment toujours un couple dans la série, mais étant donné que leurs personnages sont séparés durant toute la saison, bah en fait du coup ça ramène du coup un petit rapprochement entre Steve et Nancy, et ça j'ai moyennement aimé. Voilà, c'est subtil, on voit qu'ils essaient de les rapprocher comme ça, mine de rien, mais là tu dis pourquoi en fait, je vois pas pourquoi, voilà. Alors c'est vrai que le personnage de Steve a énormément évolué, ça c'est même un des atouts majeurs de l'ensemble de la série. Voilà, Steve qui était un vrai petit con dans la première saison et qui a vraiment évolué pour former une amitié avec Dustin au cours des saisons 2 et 3, ça c'était vraiment génial. Mais voilà, bon, il y a peut-être ce petit rapprochement là qui me gêne, je me suis dit pourquoi, ça ne sert pas vraiment à grand chose, ça n'a pas lieu d'être, bref, ça c'est peut-être l'un des tout petits défauts majeurs scénaristiques que j'aurais reproché, mais bref. Sinon, on a toute cette bande, voilà, du coup, composée de Nancy, de Steve, de Dustin, de Max aussi, voilà, ça j'ai vraiment beaucoup aimé, il y a cette petite bande là, et c'est d'ailleurs la seule vraiment qui avance à chaque fois, qui franchit des étapes, qui apporte des révélations intéressantes, voilà, qui est vraiment franchisse à chaque fois, donc ces portails de Upside Down, lorsqu'ils traversent dans les épisodes 6 et 7, c'est absolument génialissime, voilà, quand Steve, il plonge dans l'eau, qui traverse le portail, etc. Il y a vraiment des moments de suspense, c'est vraiment des moments de tension hyper intéressantes. Voilà, c'est vraiment dans cette bande-là que tout va vraiment se passer, que ça va être le plus intéressant à suivre. Sauf que malheureusement, on ne va pas suivre que eux, alors que c'est malheureusement qu'eux qu'il faudra suivre, puisque c'est vraiment qu'eux qui font avancer l'intrigue. Voilà, sans eux, il y a rien d'intéressant qui se passe, il y a rien d'intéressant qui se dit. Voilà, puisque Dusty, en fait, c'est vraiment le cerveau de l'équipe. Voilà, c'est peut-être, voilà, vraiment, il a peut-être un physique qu'on sous-estime. Voilà, vraiment, mais voilà, il apporte vraiment des révélations, c'est lui qui porte tout, qui porte la dynamique du groupe sur ses épaules, et qui amène vraiment à des séquences dans l'Upside Down, comme je vous le dis, avec cette esthétique juste irréprochable, et ça, c'est vraiment pas mal. Malheureusement, le scénario ne porte pas d'intérêt à tous ces personnages, encore une fois, Mac et Will, qui sont quasiment absents, voilà, ils font de la figuration au début, et disons que leur intrigue reste en stand-by, ça c'est vraiment dommage, voilà, eux qui faisaient partie donc du cœur de la première saison avec Will, qui était même l'enjeu premier, voilà, qui a permis à tout ce basculement dramatique pour toute la bande, voilà, c'était lui qui était l'enjeu donc des deux premières saisons. Ici, bon, il fait la gueule dans l'épisode 2, on sait pas trop pourquoi, voilà, bon, il se curle un petit peu avec Mike au début, bon, voilà, c'est vrai que ça, la saison rappelle un petit peu les fondamentaux de l'amitié, voilà, mais voilà, il y a beaucoup de personnages qui restent en stand-by tandis que d'autres sont un petit peu plus bien avant. Bon, après vous allez me dire oui, mais oui, il fallait peut-être un petit peu le mettre plus à l'écart pour en mettre d'autres en avant. Bon, pareil pour Joyce et Murray, bon, ils passent leur temps à voyager en Russie pour aller rechercher Hooper. Voilà, ils traversent pas globalement grand chose. Voilà, les chiffres c'est pas très intéressant, ça fait pas très avancer l'intrigue, mais il faut quand même que l'histoire les suit, voilà, parce que sinon leurs personnages, on ne les voit pas, voilà, si on les suit parce que il faut quand même amener leurs personnages d'un point à un point B, voilà, d'un point ici à un point là pour permettre du coup à ce que tout le monde se retrouve à un point précis et que l'intrigue puisse avancer par la suite, voilà, il faut que tout le monde puisse se rassembler à un moment ou à un autre, mais sinon en fait c'est pas très intéressant, voilà, sinon il y a quand même quelques bonnes scènes puisque le personnage du coup qui accompagne Joyce, donc Murray, je crois que c'est son prénom, hein, il est assez drôle, voilà, il fait quelques blagues, l'humour permet quand même de nous intéresser à la relation amicale qu'il entretient avec Joyce, voilà, leur voyage est drôle, on les suit avec plus ou moins de plaisir, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt pour l'intrigue, c'est ça que je veux dire. Après, toujours le plaisir de retrouver Joyce, voilà, qui était encore une fois l'un des cœurs majeurs donc de toute la série, et qui ne traverse ici pas grand chose d'intéressant, même en tant que mère, voilà, c'était vraiment son rôle dans la série, être une mère dévouée pour ses enfants.
Et ici, malheureusement, elle n'a même plus ce rôle de mère là, quoi. Enfin, je veux dire, elle part du coup à la recherche d'Hooper qui lui-même ne traverse pas grand-chose d'intéressant. Je veux dire, il passe son temps en prison, auprès des Russes, voilà, il fait la connaissance de 2-3 personnes. Mais bon, encore une fois, je veux dire, son personnage n'a pas beaucoup d'arc narratif, voilà, il a même plus ce rôle de père adoptif qu'il est censé avoir envers Elf, même si justement il s'en veut un petit peu de ne pas être auprès d'elle parce qu'il sent que Elf a besoin d'elle. Elf qui est elle-même aussi de son côté, alors Elf également et toutes les 5 cas-là, ça fait partie des moments les plus intéressants de la série, évidemment, voilà. Alors, justement, concernant Elf, il y a un truc que j'ai pas du tout trouvé crédible. Alors, au début, comme ça, donc, il y a une camarade de classe qui ne cesse de la provoquer, qui ne cesse de se moquer d'elle, de la provoquer, et Elf a perdu ses pouvoirs, comme vous le savez, à la fin de la saison 3. Et alors, Elf, à un moment donné, quand il s'amuse dans un club de bowling, il me semble, Elf prend comme ça une paire de rollers, et alors là, elle va la frapper au visage, et alors, c'est incident totalement justifié de la part d'elle, voilà, qui va être emparé d'un excès de rage, donc va la cogner, comme je le disais, et ce qui va amener, voilà, la justice pour enfants à aller l'arrêter à son domicile et du coup à enlever Elf à Mike, à Will qui était du coup venu lui rendre vie, donc ils étaient tous rassemblés, donc du coup on retrouve ce couple Mike Eleven qui est également au cœur de la série, voilà, donc ce couple qui est une fois de plus séparé, donc ce qui est bien, donc on a le couple Jonathan, Nancy qui est séparé, on a le couple Mike Eleven qui est séparé, donc bon, tous les personnages sont globalement séparés, ça c'est un truc que je reproche un petit peu, mais du coup alors, là, par contre, je ne trouve pas du tout crédible que, du coup, ce simple geste dû à un excès de rage amène carrément Elf à être enlevée par les forces de l'ordre, comme ça, elle est même escortée par la justice pour enfants. Elle va même être dans un espèce de tribunal, dans un espèce de pénitencier pour enfants, d'accord. Bon. Je ne savais pas que juste agresser, blesser, bon. Effectivement, elle a blessé gravement sa camarade de classe, même si c'était justifié, mais je ne savais pas qu'un petit acte comme ça de jeunesse pouvait amener à se faire arrêter par la police, et du coup, c'est ça qui l'a reconduit auprès de de son père. Alors oui, d'accord, c'est un intrigue avec son père et toutes les expériences qu'elle est censée subir, c'est fondamental évidemment pour son arc narratif et même pour la suite de l'histoire, mais je pense quand même qu'on aurait dû trouver un meilleur alibi, une meilleure excuse du coup pour qu'elle retrouve son chemin aux côtés de son père et des laboratoires Dawkins pour ce fameux projet secret qui sera dans les laboratoires Dawkins. Ça, j'ai pas trouvé ça cohérent parce que je me suis dit d'accord, enfin même dans la série, Will et Mike ne comprennent, enfin Mike et Will ne comprennent rien et Jonathan non plus, enfin c'est insensé. Voilà, donc il y a quel problème de crédibilité parfois au niveau du scénario, mais globalement voilà, toutes les scènes portées par Elf au milieu de la saison, voilà, à partir du moment où on le regarde dans les laboratoires Dawkins, même si j'ai moyennement apprécié, voilà, qu'elle retrouve son physique, comme quand elle a débuté la série, voilà, crâne à rat, blues, comme dans un asile, enfin bref, il y a des choses que j'ai moyennement adhéré, voilà, ça m'a moyennement plu, même si je comprends que c'est utile pour l'avancée du scénario. Voilà, donc globalement, un volume 1 qui a beaucoup de mal à démarrer, où on a beaucoup de mal à aller dans le vif du sujet, voilà, beaucoup de personnages ont du mal à avancer aucun point du scénario, mais le scénario est obligé de basculer, enfin à chaque fois on est obligé de rebasculer vers toutes les unités de personnages qui se sont formées. Voilà, le fait que tout le monde soit séparé, ça me pose un peu problème étant donné que les bases quand même de Stranger Things, c'est l'amitié, c'est une team, c'est un groupe qui agissent ensemble, mais là ils sont tous un petit peu séparés et ils n'avancent pas tous forcément au même rythme. Encore une fois, heureusement que Dustin, Steve et toute cette bande là avance et arrive vraiment à aller au fondement de l'intrigue et à nous amener à des révélations très intéressantes et même à des paysages, à des décors extrêmement flippants, vraiment toutes les scènes de violence, parce que c'est quand même une saison assez violente, hein. On a quand même des scènes de démembrement, des scènes de mort avec des cadavres, etc. Voilà, avec ce fameux démon Vecna qui, je trouve, encore une fois, n'apparaît pas assez. Voilà, j'espère du coup qu'il apparaîtra encore plus dans le volume 2, mais bon, vu à mon avis de ce qui est teasé à la fin, ça ne m'étonnerait pas. Mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui m'ont un petit
petit peu déçu, voilà, saison un petit peu laborieuse, mais on a quand même vraiment une esthétique propre, des personnages encore plus mis en avant, on a quand même des têtes de groupe, et ça c'est génial, encore une fois, Dustin, si lui n'était pas là, j'ai envie de dire même que c'est lui qui porte même la saison sur ses épaules, et je ne mâche pas mes mots, voilà, Dustin c'est le plus jeune, et pourtant c'est lui c'est grâce à lui que tout arrive, que l'intrigue peut avancer, et ça c'est vraiment très chouette, voilà, toute la scène d'ailleurs où ils arrivent à dialoguer dans le monde réel grâce à du morse avec les lampes dans l'Upside Down, c'est absolument une idée brillante. Voilà, il y a quelques éclairs de génie, même parfois dans le scénario, bon, ça peut être pris comme des Deus Ex Machina, on appelle ça comme on veut, mais pour moi c'est vraiment des petits éclairs de génie, des fois je me dis, oh, ça c'est une idée bien trouvée, ça c'est chouette, ça peut faire avancer, donc Deus Ex Machina peut-être, mais si ça peut faire avancer une intrigue qui parfois a beaucoup de mal à aller de l'avant et à avancer rapidement et à aller dans le vif du sujet, moi, ça me dérange pas. Donc globalement, oui, j'ai eu du mal à rentrer, mais il y a vraiment des épisodes où j'ai été pris. Par exemple, il y a toute cette séquence à la fin de l'épisode 3 de l'épisode 4 où on a Max qui est possédé par le Vecna, voilà, qui pénètre dans cet Upside Down, qui est possédé, voilà, qui a deux doigts de se faire buter par le Vecna. C'était une scène très très forte, il y a vraiment des scènes très efficaces, chargées en tension, chargées en suspense, on a peur pour les personnages, voilà, il y a beaucoup de personnages qu'on va craindre, il y a beaucoup de personnages pour lesquels on va avoir peur, et ça, de toute manière, ça, Stranger Things, le scénario et les metteurs en scène savent très bien le gérer, il n'y a pas de problème. Donc j'attends beaucoup plus du volume 2, voilà, il y a beaucoup de scènes intéressantes encore une fois avec Dustin, Steve, Nancy, Robin, avec Elf, etc. Hooper, Joyce, Murray, Will, Mike, tout ça. Malheureusement, ils sont restés trop en second plan, ils traversent pas grand chose, on les voit pas beaucoup avancer, même si, voilà, entre Joyce et Hooper, il se passe quelque chose à la fin de la saison qui tire un petit peu la larme à l'œil, mais bon, c'est fait un petit peu exprès. Voilà, globalement, il y a des choses avec lesquelles j'ai eu un petit peu de mal dans cette saison. Donc globalement, ouais, je suis un petit peu partagé. J'espère que le volume 2 corrigera toutes ces petites erreurs et toutes ces petites failles de ce volume 1, mais qui quand même reste un très gros morceau de série sur Netflix, ça c'est indéniable. Effets spéciaux, menaces, personnages, idées de scénario, avancée de l'intrigue, enquête, voilà, il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais voilà, sans ces petits défauts, ce serait une très bonne saison, mais malheureusement, il y a ces petits défauts que j'ai pointés. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma critique vous aura plu, et puis moi, je vous retrouve ce soir pour le live spécial Obi-Wan avec Mireille. Salut à tous.